un petit peu les machines que j'ai déjà. Parce que donc du coup, il fallait une machine en Linux qui était sur le bridge. Une machine Windows, bon là je vais me servir de ma machine. Oh, quoique non, j'ai celle-là. Donc je vais me servir de celle-là. Que du coup je vais mettre aussi en bridge. D'abord je la démarre. Et après une machine de peu importe la variété qui soit en host only. Donc là du coup, Virtual Editor. Ça me vire. Voilà, ça j'ai tout sur la page. Donc je vais prendre le 8. Je vais utiliser le 8 qui est déjà réglé en host only. Je vais juste le passer en 24, comme ça on va pas s'embêter avec des limites, mais bon, après ça peut fonctionner peu importe le masque que vous avez mis. Vous essayer de comprendre le principe. Donc le Windows ici, je vais le mettre en bridge. Je vais commencer par le Windows. Et du coup, il me faut un pfSense qui va me permettre de relier les deux. Puisque là, on n'est pas en NAT. Il n'y a pas d'aide à obtenir de VMware. Donc du coup, lui, il a déjà normalement une interface en bridge. Et l'autre, je vais passer sur le VMnet 8. Et je vais utiliser le PC Linux de l'autre côté, que je vais passer également en 8. Voilà, comme ça, les deux côtés du pfSense et de l'autre machine, le PC Linux, sont bien sur la même carte, donc sur le même réseau. Et le WAN de pfSense est bien sur le bridge, et les autres machines sont en bridge. Donc là, je réutilise des machines que j'avais déjà fait pour pas perdre de temps à réinstaller les machines. Ça, normalement, je pense que les installations maintenant commencent à avoir l'habitude. Normalement, il n'y a pas de souci particulier. Ah, si je n'aime pas le pfSense par contre, ça va compliquer la tâche. Donc en général, dans ces cas-là, si vous devez avoir à gérer des routes, il faut déjà avoir commencé par créer votre pfSense ou votre outil qui va vous servir de routage, puisque c'est lui qui va vous donner la passerelle par laquelle vous allez devoir passer pour aller vers le réseau suivant. C'est le next hop de la route statique de Cisco. Donc si vous ne l'avez pas encore configuré, la route, ça va être. Enfin, la route, vous allez pouvoir la rajouter, mais il faut être sûr après que la passerelle que vous avez indiquée dans votre route soit bien celle que vous allez configurer après dans le pfSense. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours en général, de régler le routeur d'abord. Comme ça, c'est fait et vous savez qu'est-ce que vous devez configurer pour les autres. Oui. Sauf si vous avez après déjà fait un plan, comme j'ai vu que certains l'avaient fait. Oui, vous aviez répertorié toutes vos adresses et tout, comme ça au moins, même si vous n'aviez pas encore réglé le routeur, vous aviez déjà déterminé à l'avance une adresse à utiliser.
Donc dans ces cas-là, le plan est d'autant plus intéressant à faire pour être sûr de ne pas se tromper de passerelle et d'être sûr de l'adresse qu'on a donnée pour éviter de faire des allers-retours dans les machines. Donc ici, j'ai ma machine côté bridge en 1.14/24. Par contre, du coup, là, mon EM1, comme je l'ai changé de réseau, il faut que je la reconfigure. Donc du coup, je vais faire le 2. Je vais pas la mettre, je choisis donc l'interface 2, l'interface LAN. Je la veux pas en DHCP. Donc là, ici, 192.168.75.5 allez. /24. Donc je mets l'adresse de. Je lui assigne une adresse sur le réseau NAT, le réseau host only. Pas de gateway parce qu'elle n'a pas d'accès direct à Internet. Pas de DHCP, pas d'IPv6, pardon, et on n'active pas de DHCP. Là, pareil, je ne l'ai pas encore mis, mais il faudra juste qu'on rejette un œil un petit peu à l'IPv6, comment ça fonctionne, de quoi elle est composée un peu plus en détail également. Voilà, maintenant j'ai du coup ma passerelle que j'ai indiquée côté LAN et j'ai la passerelle qui va me servir côté WAN maintenant. Donc là, du coup, je peux me le noter. Oui, tiens, Ibrahim, tu vérifies l'adresse et tout. Oh, surtout pour être sûr que tout est bon. C'est ta convocation pour l'examen. Ah, vous les avez reçus sur par mail aussi, non? Non, normalement je les ai pas encore envoyés par mail, donc je sais qu'il faut que je le fasse, mais je l'ai pas encore fait. Donc voilà, là c'est réglé. Maintenant, je vais aller dans mon PC Linux pour terminer la configuration du côté du host only. Comme ça sera fait. Donc là, si vous avez gardé le DHCP de VMware actif, vous pouvez la passer directement en DHCP, puisque c'est pas elle où vous aurez besoin de forcer quelque chose. Puisque faut bien retenir que si jamais vous êtes au niveau le plus bas, en fait, comme j'avais fait dessiner au tableau tout à l'heure, le niveau 1, qui est en dessous du réseau qui veut atteindre la machine, comme vous allez passer forcément par le routeur, lui, va connaître automatiquement l'autre réseau, puisqu'il connaît les deux réseaux. Par contre, le réseau qui est le plus haut, qui est relié à la box, avec la passerelle par défaut, elle ne va pas connaître le réseau qui est en dessous. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter une route. Donc ici, je vais le passer directement en DHCP, je ne vais pas m'embêter, puisque j'ai laissé celui de pfSense, de VMware. Donc il a bien reçu une adresse. Alors, le seul truc par contre, c'est que le DNS, j'étais pas en DNS automatique, c'est pour ça. Le DNS, il lui indiquait bien un bon DNS, c'est bon. Bon, même si de toute façon, là, on n'a pas besoin d'Internet pour les éléments, puisque c'est de l'échange entre deux réseaux locaux. Donc même si vous aviez un problème d'Internet sur une des deux machines et que vous ne l'aviez pas réglé, ça ne vous empêchait pas de faire l'exercice.
Voilà, donc là je vais me noter son IP, donc 75.128. Donc là ce que je fais, je le note directement sur un papier, ça m'évitera de faire des allers-retours. 128 Linux LAN. Et après sur le pfSense, je me note 1.14 pour le WAN et 75.5 pour le LAN. Comme ça, j'ai mes infos. Oui. Le 20.1, c'est juste qu'il n'a pas voulu retirer le DNS que j'avais rajouté pour l'exercice d'avant. C'était le serveur de l'exercice d'avant. Je sais pas pourquoi il n'a pas envie de me le retirer alors que j'ai mis en automatique. Donc bon, je ne veux pas m'embêter avec, ça va pas poser de problème. Surtout qu'il a rajouté un DNS qui lui va automatiquement, qui lui va bien derrière. Donc c'est juste que bon, je n'ai pas envie de m'embêter à le supprimer, puisque là, dans notre cas, ça va pas nous embêter pour des choses que, comme je dis, même si on n'a pas d'internet, ça n'empêche pas de faire l'exercice, puisqu'on est entre deux réseaux locaux. Je ne demandais pas d'aller rechercher des informations d'internet ou quoi, donc c'est pas un problème. Alors là, si, ce que je peux faire, puisque du coup, c'était un pfSense qui était déjà configuré, mais si c'en est un que vous n'aviez pas encore configuré, je vais aller revoir quand même sa configuration pour voir si les bons ports sont ouverts. Parce que par défaut, le ping peut être bloqué par le pfSense. Donc comme c'est des pings que vous allez essayer de faire, autant aller voir tout de suite la configuration comme ça. Donc là, comme on est sur un environnement test, soit vous avez deux possibilités, soit vous ouvrez tous les ports et tous les protocoles, ou vous décidez d'ouvrir que le ping parce que vous allez faire que des essais de ping entre les machines. Donc sur 92, 68, 75.5. Donc il répond, tant mieux. Si par contre j'ai quelque chose que j'ai pas vérifié dans le réseau, si normalement il a dû mettre une passerelle quand même. Mais quelle passerelle il a mis? Parce que là c'est là qu'il faudra que je retire le 20.1. Quand il ne montre pas la passerelle, bon. On va voir. De toute façon, normalement, ça ne devrait pas gêner de problème parce que c'est PSN qui va faire la transmission. Donc ici, admin pfSense. J'accepte les conditions. Et là, je vais au pare-feu pour vérifier les règles. Donc là, on voit qu'au niveau du WAN, j'ai tout ouvert directement. Puisque là, on voit IPv4 étoile. Donc ça veut dire que c'est tous les protocoles IPv4 qui sont ouverts. De toutes les sources, de tous les ports, vers toutes les destinations. Et au niveau du LAN, on a fait la même chose. Comme ça, on n'a pas... Pour les tests, on n'a pas à s'embêter. Mais effectivement, si c'est un PSN que vous venez d'installer, il faut bien penser à aller le régler. Donc ici, côté host-only, normalement on est bon, on a tout réglé. Maintenant, je vais commencer par le PC Windows. Donc là, je fais un IP config pour vérifier quelle adresse il a. Donc là, on voit qu'il il m'a répondu encore en 20, en réseau 20. Donc j'avais pas changé celui-là, si.
ipconfig/all, est-ce qu'il est en DHCP justement? Oui, donc bon, on va faire un ipconfig/release pour enlever l'adresse. Je crois qu'il y a un réseau qui a voulu se ramener. Et le renew pour demander une nouvelle. Donc maintenant, bon, il y a une chance sur deux qu'on tombe sur le bon réseau. Donc c'est bon, on est sur le, là on est sur le bon. Non, mais de toute façon, je vais essayer de régler ça tout à l'heure, je pense, ou d'ici demain. Et d'ailleurs, du coup, ça fera un petit exercice de révision des commandes pour changer le VLAN d'import sur un switch Cisco. Parce que du coup, c'est vous qui irez faire le changement de votre propre port directement sur le switch. Comme ça, ça vous fera l'intervention en réel. Plutôt que juste dans paquet de traceurs les autres fois. La commande sera la même, donc vous pourrez le réviser éventuellement, jeter un œil dans paquet de traceurs avant. Mais du coup, je vous laisserai changer le VLAN du port qui vous a été attribué sur le routeur, sur le switch. Pardon. Je vous dirai ça donc entre aujourd'hui et demain. Donc voilà, maintenant on a notre adresse. Et là, je vais essayer de faire un ping vers le 192.168.75.5. Non, il me dit qu'il ne peut pas le joindre. Ce qui est logique, puisque du coup, il ne connaît pas la route justement. Lui, quand il le fait, il essaye de passer par la route qu'on lui a donnée par défaut, qui normalement correspond à la passerelle. Donc, on peut voir aussi avec un ipconfig all. Si vous faites l'ipconfig all, vous allez voir la passerelle par défaut, qui est bien 1.254, donc qui est la box. Et lui essaye de passer par là pour essayer de rejoindre le réseau qu'on lui demande. Donc on peut confirmer comme ça que la route ne fonctionne pas. Et on peut aller aussi voir en faisant route print -4. Puisque ça nous montre les différentes routes qui existent. Par contre maintenant, admettons qu'un réseau, vous avez fait un DHCP, vous êtes sûr que vous allez avoir plusieurs passerelles pour atteindre plusieurs réseaux. Vous pouvez, dans le DHCP directement, indiquer plusieurs passerelles. Lui, il ira tester les différentes passerelles qui lui auront été envoyées dans le DHCP. Ça peut vous éviter des fois de faire les routes individuellement sur chaque machine. Donc voilà. Maintenant, du coup, on va ajouter la route sous Windows pour pouvoir aller vers le réseau 192.168.75.0. Donc là, si vous avez bien retrouvé, vous allez voir que ça marche à peu près comme pour le Cisco. Vous mettez le réseau où vous souhaitez aller. On fait route add, oui. Pas tout à fait, pas du tout. Donc forcément, là, il m'aurait dit un beau message d'erreur en disant vous n'avez pas les autorisations. Et comme là, on n'est pas sur la nouvelle version de Windows 11 qui inclut un sudo, on est obligé de... Ah. Peut-être... Bon, je vais le faire à partir de ma machine physique. Parce que là, du coup, je suis sur le domaine, j'ai changé l'adresse IP, il faut que je reconfigure du cours après le domaine. Bon, on va pas s'embêter avec ça, mais tu as tout à fait raison en disant qu'il faut effectivement être en administrateur pour pouvoir faire cette commande-là.
que sinon, quelqu'un de mal intentionné qui n'a pas les droits administrateurs mais qui sait ce qu'il fait, il pourrait rediriger éventuellement des requêtes ou des choses comme ça vers une autre passerelle. Donc, route, add, pour dire qu'on veut ajouter une route. Le réseau vers lequel on veut aller, donc pas l'adresse IP de la machine, mais vraiment l'adresse du réseau vers lequel on veut envoyer les informations. Ici, il faut marquer en lettres masque. On lui indique le masque du réseau en question. Et ensuite, tout de suite derrière, on met la passerelle par laquelle on veut passer pour aller sur ce réseau. Vous voyez que c'est pas très éloigné de la commande de pfSense. De Packet Tracer, de Cisco, je veux dire. Parce que la commande de Cisco, c'est IP route c'est ça. La commande sur Cisco, c'est tout simplement ça. Quasiment, oui. C'est juste que là, il n'y a pas le mot masque, il n'y a pas le. C'est IP à la place de add, donc on est vraiment similaire et celle de Linux c'est pas beaucoup plus éloigné non plus. Et donc là, du coup, si tout s'est bien passé, donc j'ai dit 128. On aurait logiquement dû le pinguer. Donc déjà, on va voir si on ping. Bon, déjà, on ping le pfSense. Donc ça, on est d'accord, parce que sinon, on le pingerait même lui, on le pingerait pas forcément, si on n'avait pas mis la route. Alors, pourquoi du coup, il n'a pas voulu? Peut-être parce que du coup, il a peut-être un problème de passerelle, parce que là, du coup, il l'a mis en automatique, mais normalement, le host only ne donne pas de passerelle. Donc du coup, juste pour vérifier si c'est ça, on va lui forcer une adresse en statique. Comme ça, on est sûr qu'on va mettre la passerelle de pfSense qui va bien. J'ai un trou si j'ai une commande. Trace route. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le trace route pour qui va me permettre de voir s'il essaye de passer par une passerelle en particulier. Puisque le premier chiffre qui apparaîtra sur le trace route, ça sera la passerelle par laquelle il essaye d'accéder à un autre réseau. Donc la commande est simple, hein, sudo apt install traceroute. Surtout qu'il vous l'a donné. Ouais. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il met le réseau, mais donc du coup, je pense qu'il y a la passerelle, normalement, elle doit pas être. Donc du coup, je pense que là, normalement, ça me confirme que j'ai pas Internet non plus. Vu le temps qu'il met à se connecter. Donc ça confirme bien qu'il y a un problème de passerelle et que du coup, il faut lui forcer la main. Donc du coup, je vais dans les paramètres filaires, hein, comme j'avais fait les autres fois et comme vous avez déjà fait aussi précédemment.
IPv4, manuel. Donc 75. Je vais mettre 130. Je vais mettre autre chose. Le masque. Et du coup, là, on indique la passerelle 75.5. Donc déjà, normalement, voilà. Bon, mais je crois qu'il n'a pas pris le DNS. Donc, donc au moins, maintenant, on a bien il a bien essayé et il a d'y accéder. Donc, je vais retenter maintenant mon Windows. « 75.130 ». Ah. Pourquoi même le PSS répond plus là? J'ai bien ma route encore? Ah bah non, ma route a disparu. Ah non, elle est là. Non. Ok. D'accord, c'est nouveau ça. Je n'ai pas fait de délai pourtant. Ah oui, mais non, je suis pas dans cette fenêtre là. Mais ça devrait quand même. Ah oui, non, c'est vrai que je l'ai fait avec la machine physique, pardon. C'est pour ça. Je veux dire, ça paraît assez bizarre, ça répond plus. Voilà. Donc maintenant que de l'autre côté, elle connaît, elle a une passerelle aussi, bah, du coup, ça facilite les choses pour la communication. Et donc, bah, on voit que là, du coup, la machine communique bien avec le réseau qui est en dessous et qu'elle ne connaissait pas par le passé. La chose à faire, c'est du coup de relancer maintenant la commande d'ajouter de la route avec un "-p" pour la rendre permanente. Enfin, ce qu'ils appellent persistante, en l'occurrence. Donc là, route add-p, il nous met OK. Et si on fait route print-4, on voit bien que là, elle est statique avec une métrique 1, donc vraiment le plus rapide. Voilà. Donc voilà. Là, c'était les commandes sous Windows. Est-ce qu'il y a des questions par rapport soit aux commandes sous Windows, ou soit à la manière dont j'ai procédé? Ah, pour tout le monde, c'est bon? Ah, Ryan, Jassim, c'est bon pour vous? Ok. De toute façon, à un moment ou à un autre, on le réappliquera. On réappliquera ça. Donc là, c'était sous Windows. Donc bah, celui-là, je peux l'arrêter. À l'instant T, je ne vais pas en avoir besoin. Et du coup, bah, maintenant, je vais passer à partir du Linux. C'est bien ça. Oui. Bah, du coup, lui, il va falloir que je le reconfigure aussi. Comme ça va me permettre de vous remontrer et de vous mettiez en tête où se trouve le fichier de configuration sur un Ubuntu. Donc ici, je vais me connecter temporairement au SSH. Donc SSH srv 192
Ah mais non, il va pas marcher puisqu'il est sur l'ancien. Ah si, bizarre. Euh, Attends. Ah, c'est parce il était encore en natch, je l'avais pas rechangé. Donc c'est pas grave, je vais le changer après. Je vais le changer via le SSH. Comme ça sera un peu plus lisible pour vous. Donc est-ce que quelqu'un peut me redire à quel endroit se trouve le fichier de configuration réseau sous Ubuntu? Hein? Ouais, Netplan, il t'avait dit quoi? Ouais, ok. Donc effectivement, CD, ETC, Netplan. Donc là, c'est pour aller dans le répertoire. Et je fais un LS. Normalement, en général, vous êtes censé en avoir qu'un. Par contre, si vous êtes sur un Ubuntu en mode graphique, vous verrez il y en a plusieurs. Parce que du coup, celui qui prend la priorité, c'est le réglage par l'interface réseau en mode graphique. Mais ici, sur un serveur, vous n'en avez qu'un. Soit qui commence par 50 parce que vous aviez fait les bons réglages directement. Si ça commence par 00, ça veut dire que pendant l'installation, vous n'aviez pas d'internet et que vous n'avez pas fait les bons réglages réseau. Donc ici, je fais un sudo nano. Et du coup, ici, je me retrouve avec mon fichier qui va bien. Donc ici, l'adresse, c'est l'adresse de la machine. Donc là, je vais mettre un point. Je vais fermer mon nmap. Donc je sais pas si quelqu'un a lancé un nmap il n'y a pas longtemps. Sinon, je vais en lancer un. Ouais, une adresse. Là, 18. Ok, bon, on a 18. On vérifie bien le masque. Ça va être toujours bon. Les name serveurs, ici, du coup, bah, c'est pour passer sur Internet. C'est le DNS. Là, la recherche, bon, on peut la laisser ou on peut la retirer, peu importe, c'est pas gênant. Et ici, c'est la route par défaut qui va devoir emprunter. Donc là, j'enregistre et je pense bien faire le sudo netplan apply. Donc là, il va me jeter. Puisque du coup, là, je suis connecté en SSH sur l'adresse 20. Du coup, là, il me le dit pas, mais à un moment, le SSH, il va me dire time out. Je trouve plus rien là. Donc, c'est pas grave, je me reconnecte au SSH sur un autre. SRV, arrobase, donc 192.168.1.18. Effectivement du mal. Alors, est-ce qu'il me l'a bien appliqué? Ouais. Bon, peut-être changer. T'en avais une autre parce que je sais pas, la 18, elle a peut-être un problème. Netplan, sudo nano 5. 22, tu m'as dit. Sudo netplan apply.
Ah oui, non, je suis bête. Non, c'est moi. C'est moi. À votre avis, pourquoi je dis que ça marche pas? À votre avis? Donc l'adresse était à mon avis libre, la 1.18. Mais qu'est-ce qui peut avoir posé un problème là que du fait que ça ne réponde pas, mon bridge? Enfin, mon adresse qui est sur le bridge normalement. Hein? Ouais. Effectivement, c'est une adresse qui est sur le bridge. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai répondu, j'étais en note. Parce que du coup, j'ai pas changé ma carte ici. Donc forcément, si je passe pas en bridge ici, bah, il va pas être sur le même réseau. Et donc forcément, ça pourra jamais répondre. Voilà. Là, ça marche mieux. Donc des fois, même quand on a l'habitude, on se finit par se faire avoir en quand on reconfigure les machines. Donc si vous avez des doutes ou quoi, bah, reconfigurez directement des nouvelles machines pour des fois vous éviter des petits soucis comme ça. Mais au moins, ça me permet de vous remontrer comment reconfigurer différentes machines et où trouver leurs fichiers. Donc voilà. Là, j'y suis et puis bon, on va faire à rajouter la route sous Linux. Donc là, j'avais changé l'IP de ma machine pour la passer sur le bridge. Ça c'était vu. Maintenant, donc du coup, on voulait essayer de faire un ping vers le 192.168.75.130. Donc, on voit que comme pareil, comme tout à l'heure sur le Windows, bah, il n'arrive pas à accéder à la machine. Le ping se perd. Ce qui est normal puisque du coup, on n'a pas de route. On peut le confirmer en faisant IP route show qui montre les différentes routes qui existent. Donc là, on voit qu'il y a le défaut et par quelle adresse de source vers quel réseau. C'est l'équivalent de ça, c'est le route print-4. C'est juste que là, c'est pas forcément aussi détaillé, il te fait pas tout le listing des multicasts et autres que Windows te montre. Là, il va directement à l'essentiel. Normalement, tu fais IP route tout court, tu as à peu près la même chose. Tu peux avoir des fois des petites différences, pas beaucoup là. Donc IP route ou IP route show. Donc, oui, c'est ça, c'est la source et la machine qui émet le signal. Donc du coup là, on va voir pour ajouter la route. Donc IP route, notre réseau. Sauf que ici, le masque, on le met directement en CIDR. On fait via. Et on met la passerelle d'entrée du pfSense. Donc on retrouve les mêmes éléments, c'est juste la syntaxe qui est légèrement différente de la commande. Si, ça c'est après pour le rendre en persistant. Là, on fait déjà de façon temporaire pour vérifier qu'au moins les informations qu'on indique sont les bonnes. Ça nous permet de faire un test avant d'aller modifier le fichier de config directement.
Non, je crois que j'ai oublié un add quelque part, non? Ah oui, donc c'est ça, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié le add pour lui dire qu'il fallait rajouter la route et que bien sûr, il faut être un administrateur pour pouvoir toucher une route. Voilà. Et donc là, si on fait un IP route à nouveau, on va voir qu'il nous a bien rajouté la route supplémentaire. Si on avait plusieurs cartes réseau, on aurait pu lui préciser par quelle carte réseau il devait passer pour aller sur ce réseau-là si c'était indiqué sur un élément différent. Mais là, on n'était pas obligé de le préciser. Mais on peut le préciser. Sur un serveur, par exemple, on peut avoir plusieurs du coup ports réseau et avec des câbles différents qui amènent à des endroits différents de chaque côté, donc il faut lui préciser par où il doit passer. Donc là, on peut faire un test. On reprend notre ping de tout à l'heure. Et on voit que là, du coup, on a bien le ping qui passe. Donc là, maintenant qu'on voit que ça passe, on sait que la route qu'on a indiquée est la bonne. Maintenant, effectivement, il faut la mettre en permanent. C'est juste que du coup, là, c'est un petit peu différent de l'autre. Il ne faut pas juste remettre la commande avec un -p, il faut aller le mettre directement dans le fichier du NetPlan. Le 1.14, c'est ça. C'est le WAN de pfSense, puisque c'est ton point d'entrée. Donc, il faut toujours bien vérifier que vous avez bien indiqué l'adresse du WAN, parce qu'en général, ça sera l'adresse du WAN par laquelle vous allez passer pour aller vers le LAN. Sauf si après, vous avez plusieurs réseaux qui se croisent au niveau de pfSense et que par défaut, ils n'arrivent pas à se pinguer les uns les autres, que ça commence à être un réseau plus tentaculaire. Donc des fois, ça pourrait être l'entrée du point d'où ça arrive et pour aller vers là où ça ressort. Ça peut être des fois autre chose que le WAN, mais ça dépend de l'infrastructure de. Oui. Si à partir du WAN, tu veux accéder aux 4, il faut mettre les 4 routes. Mais je veux dire, si par exemple, tu as ton WAN, tu as 3 LAN, mais qu'à l'intérieur, par exemple, d'un autre LAN, tu as encore un pfSense qui renvoie vers un autre, bah, du coup, là, il faudra faire encore une route différente. Et que tu veux y accéder à partir de l'autre côté. Ouais, bah en fait, du coup, il faudra déjà le mettre dans le premier one et après, il faudra que le pfSense, du coup, connaisse aussi pour aller de l'autre côté. Normalement, s'ils sont reliés directement, ils vont savoir. Il va pouvoir arriver après à le retransférer. Il ne devrait pas y avoir besoin de rajouter. Sinon, c'est dans le pfSense, on peut rajouter également des routes statiques à l'intérieur même du pfSense. Ça, effectivement, on ne l'a pas fait, mais si vous avez vu, il y avait des options dans le routage pour mettre des routes statiques. Tout comme le TrueNAS, on peut lui rajouter des routes statiques parce que c'est en fonction d'où il est positionné, il peut y avoir besoin de lui placer des routes vers certains réseaux.
Donc voilà, maintenant du coup on va retourner dans le fichier de configuration du netplan. Donc cd/etc/netplan sudo nano cloudinit, il n'y a qu'un seul fichier. Et ici on voit qu'on a route. Donc là, route vers défaut. Donc c'est la route par défaut qu'il utilise pour faire circuler les informations. Donc tout simplement, on va recopier de la même façon que c'est indiqué au-dessus. C'est juste que là, je vais préciser le réseau directement. Et vous ne mettez pas de tabulation, hein, mettez bien des espaces. Les tabulations, il les reconnaît pas bien, après il râle. Si vous mettez des... non, 1.14. Pardon, il n'y avait pas de tiret ici. Voilà. Bon. Des fois, ils les mettent entre crochets, des fois, pas forcément besoin. Donc là, moi, je vais essayer sans, on va voir ce que ça... On va voir s'il râle ou pas. Le 75.0, oui, c'est le réseau vers lequel tu veux aller. Par contre, il faut que je lui précise qu'il est en 24. Parce que ça, par contre, si je lui mets pas le masque du réseau, il va pas aimer. Donc bah, après, c'est adapté en fonction des exercices et de la configuration à faire. Donc là, ben, une fois qu'on a mis le via, c'est la passerelle, du coup. Donc après, si vous êtes vraiment sûr de vos passages et tout, la commande qu'on avait tapée avant, le iproute add et tout, vous pouvez vous en passer et venir directement dans le fichier pour le mettre. Si vous êtes sûr de votre coup, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, voilà, c'est pour montrer les commandes, comment, si vous voulez rajouter une route juste temporairement, pour envoyer un fichier ou pour faire une connexion à cette machine-là, mais que c'est temporaire, vous n'avez pas besoin que ça soit une route qui soit permanente. Bah, du coup, vous avez la commande qui vous permet d'éviter d'avoir retouché votre fichier de configuration. Et après, bah là, si vous avez d'autres routes à rajouter, bah, vous les rajoutez de la même façon à la suite. Donc là, je vais l'enregistrer. Oui. Bah, c'est justement dans le fichier, dans le Windows graphique que ça peut être modifié. Parce que du coup, en général, dans le mode graphique, il va plutôt utiliser le fichier Network Manager qui va récupérer que tu vas configurer directement par l'interface graphique en fait. Bah, du coup, si vous êtes sur l'interface graphique, je vais le montrer à quel endroit on rajoute les routes. Ça sera plus simple. Donc là, je vais faire sudo netplan apply pour vérifier qu'ils ne nous disent pas de problème. Et donc là, s'il ne nous a pas dit de problème au netplan apply, ça veut dire que pour lui, c'était bon la configuration. Et donc là, même si on redémarre, du coup, bah, on aura toujours accès au réseau 75.0. Donc maintenant, effectivement, si vous avez un Linux graphique, donc il y a effectivement, on va aller le voir, s'il veut bien. On va aller voir comment se présentent les fichiers. Oui, je pense qu'il... C'est le pfSense là qui a... Ah, pas que le pfSense. Ouais.
Ouais, c'est peut-être ça, et je suis du coup, j'avais pas débranché un peu pour voir ce que ça donnait, mais non, la batterie, elle est vraiment plate, là. Elle charge même plus à 100%. Donc déjà, si ça charge plus à 100%, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait que ça, parce que là, pour l'instant, il n'a même pas percuté que je l'avais rebranché. Hmm. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est l'explorateur de Windows aussi qui a planté, donc c'est pour ça que c'est pas à jour. Ceux qui sont sur VNC, c'est toujours connecté ou pas pour vous? Ouais. Bon, on va attendre 30 secondes qui. Pourtant, j'ai que 3 machines là qui tournent. J'ai déjà fait pire. Qu'est-ce qu'il me dit, gestionnaire de tâches? Non, la mort, c'est bon, c'est le processeur qui avait pris un coup. Lui, lui, le CPU, il est à 2%, donc c'est pas lui qui prend la puissance. Bon, normalement, c'est bon, il m'a redonné la main. Donc, c'est bien cette machine-là, 75-130, ok. Donc, effectivement, là, souvent, du coup, comme vous avez une interface graphique, vous allez plutôt le régler par l'interface graphique directement que par le fichier netplan. Donc, je vais vous montrer comment on rajoute des routes aussi ici. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, vous passez en statique. Et ici, en bas, vous avez une partie qui s'appelle route. Donc, par défaut, la route, par défaut, ça sera celle-ci que vous avez indiquée en statique à 75.15.5. Maintenant, si je voulais atteindre un autre réseau, 192.168 0.0. Donc là, ça va pas réellement marcher parce que du coup, il y a déjà le PFSense qui fait la liaison. Mais pour vous montrer, à titre d'exemple, vous mettez le réseau, vous mettez le masque du réseau que vous voulez atteindre, vous mettez la passerelle, donc qui sera en 192.168.75.5 dans mon cas, puisque là, je suis sur le LAN pour aller vers le WAN pour la simulation. Mais c'est juste un exemple, parce que là, ça ne changerait rien de le faire. Et après, métrique, c'est du coup pour le donner une priorité par rapport à si vous avez plusieurs passerelles de qualité par laquelle passer. Oui, bah, c'est ce que je fais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, du coup, comme il y a le PFSense, quand on est au niveau 1, quand on va vers le haut, il sait reconnaître automatiquement le réseau qui est au-dessus, puisque le PFSense connaît les deux. En fait, il connaît. Ah bah, ok, j'avais pas remis le. Donc, je vais refaire le petit schéma de tout à l'heure, parce que je l'avais expliqué, mais oui, tu n'étais pas encore arrivé. C'est ici, tu as la box, qui est à 192.168.1.254. Donc ça, c'est ton point le plus haut de ton réseau. Et elle est inclue dans un réseau qu'on va pouvoir dire que c'est le niveau 0. C'est le rez-de-chaussée, c'est ce qui permet de sortir. Ensuite, ici, tu as ton PFSense, ou ta routeur, hein, peu importe. Et ici, tu as un réseau qui est en niveau 1. Donc lui, là, je suis à 1.14. Ici, je suis à 0.5. Donc lui, si tu essaies de faire un ping vers le niveau 0, ça va passer parce qu'il connaît, tu as déjà le PFSense qui te relie les deux dans ce sens-là. Tu es d'accord?
Le PFSense, lui, il vise le PFSense, et le PFSense, lui, connaît déjà le réseau N0. Là, c'est le réseau N0, il le connaît. Donc, du coup, ça n'a pas besoin de faire une route, c'est le PFSense qui va automatiquement faire la route. Alors que par contre, tu es ici, là, j'essaie de faire un ping vers le niveau 1. Par défaut, lui, il va aller vers la box. Sauf que ta box, elle, ne connaît pas le N1, le réseau N1. Lui, il va essayer d'aller encore plus haut vers Internet. Donc vers Internet, il ne va pas trouver ton réseau. Ou alors si jamais il le trouve, bah, ça ne sera pas vraiment ton réseau, ça sera le réseau de quelqu'un d'autre qui a le même réseau que toi. Donc c'est pour ça que ici, si tu veux pinguer vers le N1, faut que tu l'envoies sur un routeur qui connaît le N1. Donc c'est pour ça que là, dans le sens où on est en train de faire, je vais faire l'exemple, ça va marcher, mais en fait, ça marche déjà sans rajouter une route supplémentaire. Puisqu'en fait, on l'a déjà pointé vers le PSS. Par contre, ça pourrait marcher potentiellement si j'avais un autre PSense qui était par exemple en 1.15 et en 75.10. Si je veux rajouter une deuxième passerelle pour dire que par exemple si jamais celle-là elle tombe, j'ai déjà une autre passerelle qui permet de reprendre le chemin. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait marcher pour faire une redondance de passerelle, dans ce cas-là. Mais le principe est le même. Mais c'est juste que là, je vais utiliser des chiffres qui sont déjà, en fait, qu'on a déjà validés avant dans la passerelle par défaut. Donc c'est pour ça que ça ne changera rien au truc, c'est pour montrer à quel endroit on peut rajouter quand même des routes supplémentaires si on était dans un Linux avec une interface graphique. Sans du coup avoir besoin d'aller modifier le fichier netplan qui va bien. Du coup. Ouais. Non, le Stream Gateway, lui, c'est pour sortir, c'est pour aller vraiment à l'extérieur. Là, dans l'exercice, tu peux le faire sans Upstream Gateway, c'est juste que du coup, tu n'auras pas d'internet si tu ne mets pas le Stream Gateway. Du LAN vers la box, oui, c'est ton Upstream Gateway dans ce cas-là. Mais je veux dire, lui, étant donné qu'il est en dessous, il va viser le PFSense et le PFSense connaît déjà les deux réseaux. C'est comme quand on est sur Packet Tracer. Si vous avez un routeur, que vous avez vos réseaux des deux côtés, vous n'avez pas besoin de rajouter de route statique. C'est d'accord? Sur PFSense. Pas sur PFSense, sur Packet Tracer. Les exercices, si on fait un exercice classique, où là, tu as un réseau 1, 192, 168, 0024. Ici, tu as un R2, 192, 168, 80, 024. Si tu fais directement comme ça, avec un routeur, tu es d'accord que tu n'avais pas besoin de faire de configuration quand on était dans ce cas-là. La route statique, on la mettait s'il y avait un deuxième routeur par lequel on devait passer. Pour y accéder. Là, effectivement, il faut mettre une route pour faire la jonction entre les deux. Là, c'est pareil. Du coup, tu as ton premier réseau, ton deuxième réseau, ils sont connus directement, PSS connaît directement les informations. C'est juste qu'on lui a indiqué l'Upstream Gateway pour lui dire exactement quel routeur lui permet de sortir vers Internet, en plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. En fait, quand tu es dans les niveaux en dessous et qui sont reliés au PSS, tu n'as pas besoin de rajouter de routes supplémentaires. Par contre, dans le cas où tu veux au contraire descendre vers des réseaux sans toucher à ta passerelle par défaut, là, tu es obligé de rajouter une route. Parce que comme j'ai expliqué, on peut très bien dire que toutes les machines
leur passerelle par défaut, ça sera le pfSense, et via l'Upstream Gateway, ils vont quand même aller sur Internet. Ça, c'est possible, mais je l'ai déjà testé et en général, ça provoque pas mal de lag et tout, et des retards de page et tout. Donc, c'est pas l'idéal. Avant, quand tu vas sur Internet, tu mets directement la passerelle de la box et éventuellement, du coup, tu rajoutes des routes en plus, au besoin. Oui. Non, je croyais qu'il y avait il me semblait t'avoir vu lever la main. Donc voilà pourquoi je dis que dans l'exemple que je donne, ça va pas changer, ça va rien changer puisque le PSS connaît déjà le chemin entre les deux. Mais on peut quand même rajouter cette route supplémentaire si justement on veut faire de la sécurité, de la redondance de réseau. Comme ça, du coup, si celui-ci tombe, bah du coup, il a déjà une autre route par laquelle il peut passer. Donc ça fait que le réseau continue à fonctionner, même si lui est en panne. Donc ça peut améliorer la qualité du réseau dans ce cas-là. Mais il faut du coup avoir un deuxième pfSense de connecté qui possède des informations, mais c'est tout à fait effectivement faisable. Donc du coup c'est bon, tout le monde regarde avec le VNC alors finalement, hein? Jacine aussi? Ok. Bon, du coup, pas la peine que je rallume le Projo alors. Ça fait un peu moins de bruit. Donc, Linux. Mais bon, s'il y a un moment ou quoi, il faut que je remette le projecteur ou quoi, bah, faut pas hésiter à le dire. Et donc, du coup, bah, on met le métrique pour lui dire dans quel ordre il va prendre les passerelles et la priorité de lecture des passerelles entre les différents réseaux. Mais de toute façon, s'il ne trouve pas un premier, bah, il va aller chercher la liste il va défiler la liste des routes pour essayer de trouver celui qui va bien. Oui, normalement, plus bas possible, ça veut dire qu'il a la meilleure qualité et tout, donc normalement, il va prendre la priorité là-dessus. C'est pas exactement la distance administrative dont on a parlé, mais c'est quand même la qualité normalement du réseau. Théoriquement, plus le métrique est bas, plus il est quand même prioritaire par rapport à d'autres. S'il y a plusieurs métriques différents, il va prendre en priorité la métrique la plus basse. Mais après, s'il trouve pas, bah, il passe à un autre, quoi. En fonction du nombre de routes qu'on a. Après, le nombre de routes du coup que vous pouvez ajouter est, à ma connaissance, illimité. Bon, après, ça m'étonnerait que vous ayez un truc où vous ayez 50 réseaux derrière. Mais bon, on sait jamais, hein. Sur les grosses boîtes, des fois, on peut faire des choses un peu particulières. Donc, mais je veux dire, voilà, normalement, le nombre de routes est, il n'y a pas de limite, même si bon, après, si vous avez 50 réseaux qui arrivent sur le même routeur, faut que le routeur derrière il suive aussi, quoi. Du coup. Donc voilà. Donc là, on l'a ajouté sur une machine, mais en tout cas, après, bah, faut le mettre sur les différentes machines qui pourraient avoir besoin d'accéder à ce réseau. Donc sur le Windows, par exemple, si vous êtes sur un domaine, bah, vous pouvez faire un petit script qui lance la commande pour chaque utilisateur qui se connecte. Ça va lancer la commande d'ajout de la route automatiquement. Ça vous évite de le faire à la main pour chaque machine. Si vous avez 150 machines à faire, ça serait pas très logique de le faire à la main. Donc on verra qu'on peut faire c'est là qu'on peut mettre des petits scripts avec la petite commande à l'intérieur qui va bien pour restaurer la commande. Même si on l'a mis en persistante, au moins il la relit et revérifie que ça colle, ou si jamais vous avez dû changer le script parce que vous avez reconfiguré une passerelle par exemple, et bah du coup au moins ça remettra à jour la passerelle. Donc si jamais vous recevez par exemple du coup un ticket, vous avez changé une passerelle et tout, on vous appelle en disant ouais ça marche plus, j'accède plus à tel réseau ou tel partage qui est sur un autre réseau.
qui dépendait de la passerelle que vous avez modifiée, bah, du coup, à ce moment-là, si vous avez bien repositionné le script et tout, bah, vous pouvez dire à la personne, bah, arrêtez la machine, redémarrez là, et normalement, on devrait être bon. Parce que du coup, les scripts ne sont lus qu'en démarrage de session ou au démarrage de l'ordinateur. Donc, si la personne avait déjà démarré sa machine ou qu'elle n'avait pas éteint sa machine et que vous avez fait les modifications en fin de journée, après que les gens étaient partis mais que les machines n'étaient pas éteintes, bah, du coup, votre modification de route, si ça passe par le script, elle n'est pas encore prise en compte. Plusieurs possibilités de faire, mais ça évite de le faire tout, tout à la main. Normalement, sur Linux, il y a aussi un moyen de le faire, surtout si on a une connexion SSH qui permet de faire la gestion. On peut lancer des scripts SSH sans totalement se connecter et faire une boucle de vérification. Après, bah, du coup, on fait appliquer, on déconnecte et on reconnecte la carte. Et là, on voit juste la route par défaut, mais on a bien la route supplémentaire. On doit la retrouver d'ailleurs si on va dans le terminal. IP route show, on retrouve bien ici la route qu'on vient a rajoutée avec la métrique de 10. C'est-à-dire qu'ils veulent passer vers le... non, tu peux mettre les deux à métrique 10, c'est pas un problème. Le métrique, c'est vraiment par rapport à la machine elle-même. Par exemple, si tu as deux réseaux qui sont à métrique 10, bah, il va prendre dans un ordre, ou peut-être qu'il va prendre aléatoirement l'un ou l'autre. Il va interroger l'un ou l'autre en premier. Mais si par exemple tu as des métriques différentes, tu peux dire que du coup, bah, le par défaut, ça sera ton métrique 1, donc il va toujours aller chercher par défaut. Mais tu as quand même indiqué l'autre que si jamais il y a un problème, il ira chercher sur l'autre. Et si par exemple tu as un troisième parce que tu fais une double redondance et que tu as t'en as trois, bah, tu peux dire la 10, le 75.10. Ici, tu vas lui mettre une métrique de 10. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et après, tu peux avoir ici un troisième. Et là, tu lui mettras une métrique de 25. Par contre, si tu mets une métrique de 10, bah, il va peut-être aller voir l'un ou l'autre en fonction de différents paramètres qu'il va vérifier. Il ira peut-être chercher dans le 75.10 ou le 75.11 si tu mets les mêmes métriques. Mais si tu mets deux métriques différents, bah, si jamais celui-là il tombe, bah, il ira d'abord chercher par celui-là. Et si pour une autre, les deux sont HS, bah, il ira chercher sur celui-là. Donc ça permet d'orienter, ça permet de moins fatiguer éventuellement un routeur, un routeur qui est plus en repos, qui fait pas grand chose, puisque du coup il n'a pas la priorité pour les requêtes. Donc le métrique sert aussi à ça. Oui, si effectivement tu veux faire plutôt de l'équilibrage de charge, tu mets deux fois les mêmes métriques entre la route. Non, parce que la route par défaut, je crois qu'elle se prend directement la métrique 1. Par contre, si tu mets la métrique 1 ici, normalement, il devrait essayer d'équilibrer entre les deux, d'équilibrer de charge entre les deux routeurs, qui vont arriver quand même de toute façon dans le même réseau, mais au moins ça devrait logiquement équilibrer la charge. Après, bon, ça faut voir exactement dans les réglages aussi du routeur comment il gère la charge. Après, on doit pouvoir lui indiquer à un endroit la gestion de charge, à quel moment il envoie, s'il voit qu'il est chargé à tant de pourcents, il envoie.
Voilà, donc les différentes façons d'ajouter des routes sous Windows et sous Linux pour atteindre d'autres réseaux sans avoir besoin de toucher la passerelle par défaut. Donc pareil, même chez vous, si vous mettez un réseau en host only et que voulez y accéder de votre machine physique, bah, ça sera le même cas. Vous rajoutez votre route pour aller vers le réseau en host only. Le réseau NAT, lui, c'est un peu différent puisque du coup, il y a l'aide automatique de PSense. Mais sauf que dans la réalité, le NAT, ça, il n'est pas forcément, il n'est pas toujours là pour vous aider. Donc vous serez plutôt dans le cadre du host only. Donc c'est pour ça que je vous avais bien dit de vous mettre host only pour mieux voir les choses. Sinon, si vous faisiez un ping, si vous étiez en NAT, bah, vous alliez avoir la réponse. Ça faussait l'intérêt et la visibilité de l'exercice. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur la route et tout? Non, parce que du coup, après la route dynamique, c'est directement les routeurs qui s'en chargent avec la table RP là de mémoire. J'ai pas de. Faudrait que je regarde s'il y a des manières ou pas que Windows se transforme en mode routage RIP, mais je crois pas comme ça. Je vérifierai quand même. Je vais le noter. Hop, dans les petits trucs. Routage RIP dynamique Windows Linux. Je vais regarder. Je suis pas forcément sûr qu'il y a, mais peut-être qu'il y a. Je dis pas que je connaisse forcément tout ce qui est possible non plus. Je continue à faire de la, comme vous devez faire de toute façon après par la suite et même en cours, continuer à faire de la veille technologique, la veille d'information, trouver et développer des nouvelles choses. Donc c'est ce que je fais aussi moi-même. Donc je regarderai pour voir si on peut transformer un Windows ou un Windows Server peut-être en mode routeur dynamique. Donc faut que je vérifie. Donc voilà. Sinon, à part ça, du coup, tu vas avoir besoin de regarder. Pas d'autres questions à l'instant. Donc sachant que là, vous avez la doc déjà qui était dans le drive à disposition si vous voulez retester des exercices. De toute façon, je vous dis à un moment ou un autre, on refera un exercice où il y aura à le mettre en place. Du coup. Donc c'est pour ça que je voulais bien en parler. Alors, donc, déconnecter. Donc là, arrêter l'enregistrement.